Oui, bien sûr, à supposer que ça arrive, mais ça signifie pas grand-chose parce que d'un côté on part de 700 000 habitants et de l'autre côté on part de presque 12 millions d'habitants. Donc on applique un même pourcentage à ces deux chiffres, ça veut dire quand même que les besoins quantitatifs et le nombre de personnes, d'un côté ça fait 1 200 000 personnes en plus dont il faut satisfaire les besoins, et de l'autre côté ça fait quelques milliers de personnes dont il faut satisfaire les besoins. Donc il faut être extrêmement prudent et ça veut dire que quand même les politiques d'offre de l'eau doivent s'adapter à des évolutions démographiques qui vont être très contrastées. Et sans qu'on puisse totalement les prévoir, parce qu'effectivement, ces dernières années, l'offre d'eau a dû particulièrement augmenter dans les régions du sud de la France, qui sont les régions qui ont bénéficié des principaux apports migratoires et donc d'une dynamique démographique liée à ces apports migratoires. Si d'ici 2040, nous avons des changements climatiques qui conduisent au fait que sur le littoral méditerranéen, nous avons des canicules répétées chaque année, peut-être que les Français qui trouvaient très bien d'aller vivre leur retraite ou d'aller habiter en Languedoc-Roussillon ou en Midi-Pyrénées considéreront que le clair de lune à Maubeuge, c'est peut-être pas mal du tout. Et à ce moment-là, nos migrations vers le sud, dans une sorte d'héliotropisme positif, pourraient devenir des migrations vers le nord, dans une sorte d'héliotropisme négatif, avec le souci de vivre dans des régions dont les aménités sont différentes. Face à ces besoins variés, il faut répondre à l'autre aspect de votre question, quelle est l'offre? Et je terminerai sur ce point-là. La situation de la France est effectivement, cela a été déjà dit, tout à fait satisfaisante, puisqu'elle s'appuie sur une diversité de potentiels d'eau que l'on constate largement, même si elle est forcément diversifiée, dans la totalité de ces territoires, sur 4 socles que je veux rappeler, et pardon si nous ne pouvons pas aujourd'hui vous présenter de PowerPoint. D'abord, bon, les hydrosystèmes fluviaux. Ces hydrosystèmes fluviaux, donc, qui sont bien connus, les bassins dont parlait Antoine Frérot tout à l'heure, même si là je parle des bassins dans leur aspect le plus large, il faut toujours rappeler qu'ils s'accompagnent des fameuses lignes de partage des eaux, hein, qui sont l'équivalent pour le territoire français de châteaux d'eau, et de châteaux d'eau importants et nombreux, et qui sont dans différentes régions des territoires français. Ces hydrosystèmes fluviaux sont, comme vous le savez, donc alimentés notamment par les massifs montagneux, et représentent donc le premier aspect. Le second aspect, le deuxième aspect, ce sont les réservoirs de surface. On est dans une situation en France où pratiquement on n'arrive plus très bien à compter le nombre de lacs et d'étangs. Vous savez, c'est comme dans le golfe de Morbihan, on n'a jamais réussi à compter vraiment le nombre d'îles, alors on dit qu'il y en a 365. Bon, donc avec une spécificité, effectivement, c'est que les lacs, sans doute près d'1 millier de lacs en France, beaucoup plus encore d'étangs. Normalement, un étang, c'est plus petit qu'un lac, sauf qu'on a quand même des lacs qui sont plus grands que des étangs qui sont plus grands que des lacs, mais à ce moment-là, ce sont des étangs dont la profondeur est considérée moindre, et c'est la raison pour laquelle on les dénomme sous cette terminologie d'étangs et non de lacs, notamment ceux qui sont dans le Languedoc-Roussillon. Troisième élément, donc les hydrosystèmes souterrains, dont il faut toujours donc distinguer les deux aspects, c'est-à-dire les nappes phréatiques qui, elles, sont renouvelables, disons, sur une durée d'environ 12 mois, et puis les nappes profondes qui, elles, en revanche, ont une capacité de renouvellement qui s'étale sur des générations, et donc qu'il faut gérer de façon beaucoup plus fine. Cela va de soi. Enfin, quatrième élément, eh bien, ce sont les hydrosystèmes littoraux et marins. Je voudrais à cet égard rappeler simplement que la France, finalement, c'est un isthme. Et dans une situation où donc elle est bordée par 4 systèmes maritimes, ce qui représente évidemment des potentiels considérables.
Antoine Frérot parlait tout à l'heure du dessalement. Je veux dire, si un jour les coûts du dessalement et les technologies du dessalement faisaient des progrès considérables, il est évident que cette situation maritime de la France donne un potentiel d'œuvre tout à fait considérable. Donc, il me semble que le problème pour la France, puisque c'était le thème de la question posée, la réponse à la question est claire. La France est effectivement un grand pays hydraulique par l'offre qu'elle peut présenter. Et d'ailleurs, on a bien vu que la France, il n'y a pas si longtemps, a pu approvisionner Barcelone qui s'était trouvé en difficulté. Ce qui prouve que la France peut même être exportateur d'eau, ce qui est quand même un point également intéressant. La vraie difficulté, à mon sens, c'est plutôt d'adapter cette offre à des besoins territoriaux qui, eux, peuvent varier considérablement, à la fois en raison des évolutions démographiques, comme je l'ai évoqué, mais en fonction aussi des activités économiques propres à telle ou telle région. Donc il existe certaines régions où le stress hydrique existe. Dans sa globalité, la France ne craint rien, mais certaines régions... Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et quelles régions, par exemple, sont soumises à ces stress hydriques ? Antoine Frérot les a cités tout à l'heure. Donc le stress hydrique, le problème du stress hydrique, c'est surtout qu'il peut évoluer en fonction des changements climatiques. Mais la différence par rapport à ce qui pouvait exister dans les siècles passés, c'est qu'on a les moyens de satisfaire le stress hydrique d'une région par une autre région. Je veux dire, on sait le faire d'un point de vue technique. Ça suppose évidemment une gestion politique, mais on n'est pas, je dirais, dans la situation des siècles passés, où lorsqu'il y avait de mauvaises conditions pluviales sur un territoire, on ne pouvait pas le satisfaire par de bonnes conditions pluviales sur un autre territoire. Ça signifie que, par exemple, les régions du Sud ne devront plus couper l'arrosage, ou on peut faire venir de l'eau on peut tout à fait imaginer ce genre de solution. Bon, après, la décision, je dirais, elle est politique. C'est-à-dire, est-ce que l'on considère qu'il faut soit réduire la consommation de certaines régions qui sont en stress hydrique, soit au contraire assurer l'égalité entre les régions dans l'offre d'eau. Mais c'est un problème qui me paraît, par rapport à ce qu'on constate par exemple en Espagne, si vous voulez, c'est un problème qui est vraiment en France, je dirais, relativement mineur. Merci beaucoup Gérard-François Dumont. Jean-Paul Renoux, vous êtes donc, comme je le disais tout à l'heure, un spécialiste de l'irrigation, et l'irrigation a permis de développer considérablement l'agriculture, notamment certaines cultures consommatrices d'eau. Aujourd'hui, c'est une méthode qui fait débat, puisqu'elle est consommatrice de grandes quantités d'eau, et certains vont jusqu'à remettre en cause son existence. Alors je souhaitais vous demander qu'est-ce que l'irrigation a apporté à notre pays, qu'est-ce qu'elle peut encore lui apporter, et comment doit-elle s'adapter à l'heure où s'annoncent certains changements climatiques, notamment l'augmentation de la durée, de l'intensité des épisodes de sécheresse. Oui, donc avant de développer ces sujets, 3 petites remarques liminaires, si vous permettez. D'abord, je tiens à remercier la Fondation et Dominique Régnier d'avoir invité un agronome dans un débat sur l'eau. J'en suis presque étonné moi-même, puisque dans la plupart des cas, vous savez qu'en France, tout le monde parle d'agriculture, mais avec souvent sans les agronomes. Et quelquefois avec les agriculteurs, mais souvent sans les agronomes. Et donc, j'irai pas jusqu'à la stupéfaction, mais enfin, je suis quand même assez content et satisfait de pouvoir vous apporter quelques éléments et un point de vue d'un ingénieur qui est confronté aux problèmes que les agriculteurs ont à résoudre aujourd'hui. Il se trouve que l'agronomie, c'est une science vraiment d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on vous donne un faisceau de contraintes et il faut trouver la solution. Et surtout, il faut construire un modèle économique avec ça. L'autre remarque liminaire que je voudrais faire, c'est que vous avez intitulé politique de l'eau, d'ailleurs ça a été redit par les 2 précédents intervenants, les agriculteurs ont été très étonnés dans les années 90 quand l'eau est devenue un problème politique.
Parce que pour eux, c'était une donnée, quand ils faisaient des forages, ils prélevaient dans une rivière, c'était des données immémoriales. C'est-à-dire que le milieu naturel, surtout dans un pays comme la France, fournit de l'eau, on prend de l'eau pour sécuriser les rendements, conforter les systèmes de production, enfin bon, vivre et faire vivre une paysannerie qui à l'époque était nombreuse. Et les agriculteurs ont été très très surpris quand, notamment, ça a commencé dans les régions où il y avait quelques tensions estivales, des régions touristiques, c'est vrai, comme le Poitou-Charentes est assez emblématique de ce point de vue-là, et où ils sont aperçus qu'il y avait des conflits d'usage. Et donc c'est dans ces époques-là que date un peu, ils se sont dit, il faut qu'on s'organise, parce que... Mais même aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ne comprennent toujours pas pourquoi ils sont la cible de certaines attaques, alors ils considèrent qu'ils utilisent un droit qu'ils savent qu'il n'est plus naturel, qui doit être régulé, mais ils savent que c'est un dossier très très politique. Et c'est assez perturbant pour, on va dire, un expert d'être dans les dossiers politiques. Alors moi qui suis un peu un spécialiste de l'irrigation et surtout un spécialiste du maïs, je fais plus de politique que de technique, ça c'est sûr. Bon. L'autre aspect, donc un petit mot peut-être sur... Enfin, c'est le happening du début qui m'y fait penser. Un petit mot sur Arvalis, Institut du végétal. Je ne répondrai pas aux aspects qualitatifs, puisque le directeur d'Arvalis sera à une table ronde cet après-midi, Gérard Maurice. Je vais me contenter des aspects quantitatifs. Mais l'Institut technique Arvalis, c'est une construction tout à fait particulière. L'organisation, l'encadrement technique de l'agriculture qui est propre à la France. Donc c'est un institut technique qui est financé à la fois par les agriculteurs, par des fonds publics, puisque nous avons des contrats de recherche avec l'État ou des agences de recherche, et nos propres ressources sur nos outils de la décision, notre expertise, etc. Donc c'est vrai qu'on est très proche des filières, et je crois qu'il y a peu de pays où les agriculteurs ont construit des outils techniques de recherche appliquée avec leurs propres fonds. Enfin, moi, je me déplace beaucoup dans beaucoup de pays où on parle d'irrigation et de maïs. Cette construction n'existe nulle part ailleurs. Donc pour répondre au happening du début, je dis quand même que Arvalis, c'est 400 personnes, c'est 200 ingénieurs, et je crois qu'on est à la parité sur les ingénieurs. Donc je dis ça pour éviter les foudres éventuelles. Bon. Alors il y a des ingénieurs femmes en agriculture, elles sont nombreuses, donc c'est contrairement à l'idée qu'on pouvait se faire d'agriculture misogyne, etc. Donc je crois que ça fait partie des idées un petit peu surannées qu'on a sur l'agriculture en général. Bon, après ces petites remarques liminaires un petit peu longues, je m'en excuse, je voudrais simplement que vous reteniez deux idées. La première idée, elle a été développée précédemment, notamment par M. Dumont. Dans tous les pays où je vais, j'étais au Maroc il n'y a pas longtemps, on est très présent en Europe centrale, on a des essais en Italie. Quand on dit qu'on a des débats sur l'irrigation en France, les gens tombent de leurs armoires, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment, dans un pays tempéré comme la France, arrosé pour eux, enfin presque un pays de cocagne, ils ne comprennent pas qu'on ait des conflits, mais des conflits, pas seulement des conflits d'usage, des conflits idéologiques autour du dossier de l'irrigation. Ils disent, je ne comprends pas que vous ayez des problèmes. Bon. Et c'est vrai qu'en France, l'irrigation, c'est finalement assez marginal d'un point de vue agricole. Hein, c'est 1 million d'hectares irrigués sur 32 millions d'hectares de surface agricole utile. Mais par contre, ça pèse très très lourd dans la création de valeur et la valeur ajoutée. Donc c'est vrai que la France n'est pas un pays aride. Par exemple, une plante comme le maïs, qui est considérée comme très gourmande en eau, etc. Il y a 3 millions d'hectares de maïs en France. Il y en a 700 000 irrigués. Le reste est en culture pluviale. Ça veut dire qu'on peut quand même conduire beaucoup de cultures en France sans le secours de l'irrigation. Mais où se situe cette irrigation ? Eh bien, elle se situe toujours sur des points névralgiques, là où il y a des problèmes. Comme ça a été dit, la France n'est pas un pays aride, mais sur un cycle de plantes qui dure 90 ou 120 jours, on peut avoir 20 jours de tension, de sécheresse consécutive dans des petites terres où la culture peut tout simplement disparaître. Et donc c'est pour pallier, c'est pour sécuriser en fait leur système de production que les agriculteurs ont eu recours à l'irrigation. Alors, en France, l'irrigation a deux fonctions. Elle intervient, d'abord, si vous regardez la carte de l'irrigation en France, vous verrez qu'elle est toujours associée à une agriculture et une paysannerie nombreuses, avec des filières extrêmement spécialisées qui créent beaucoup de valeur ajoutée.
vous avez l'arboriculture, vous avez les légumes, vous avez les semences. Je rappelle dans la contribution que j'ai faite pour cette journée que la France est le premier exportateur mondial de semences de maïs. Donc beaucoup de production très très spécialisée. Et puis quand on est sur des cultures classiques, c'est-à-dire sur les betteraves, sur les pommes de terre qui sont irriguées, sur le maïs, sur les blés, le blé dur, qui est très présent dans le sud de la France, qui est d'ailleurs la seule céréale cultivable dans le sud de la France. Vous enlevez l'irrigation sur le blé dur dans le sud de la France, Panzani à Marseille peut fermer son usine, il n'y a pas de problème. On exporte même du blé dur en Italie. Bon. Et l'irrigation vient toujours pour stabiliser un risque potentiel. Alors, il y a des années, on met un peu plus d'eau. Il y a des années, on en met même très peu. Mais par exemple, sur le maïs, en gros, les 700 000 hectares irrigués de maïs, on met à peu près, même moins que la moitié des besoins de la plante. Donc on n'est pas du tout dans une situation marocaine ou israélienne ou espagnole où on met 100% quasiment des besoins de la plante. On est vraiment dans une sécurisation du système. Si vous regardez même combien coûte l'irrigation, même si vous mettez les barrages, etc., ça coûte beaucoup moins cher qu'un système assurantiel. Aujourd'hui, dans la LMA, la loi de modernisation agricole, donc, on discute autour de fonds de solidarité, comment stabiliser le revenu des agriculteurs, éviter les passages à vide. Les sommes qu'il faudra mettre en jeu pour avoir des stabilisateurs de revenus des agriculteurs, comme ont d'ailleurs les Américains, est certainement beaucoup moins coûteux par la sécurisation des facteurs de production que par des systèmes assurantiels montés de façon classique, ou peut-être qu'il faudra les deux. Donc il faut peut-être voir l'irrigation comme quelque chose qui est en fait une béquille, un stabilisateur. Et puis l'autre aspect, si vous regardez la carte, c'est toujours dans les zones où l'irrigation a permis de maintenir des structures d'exploitation petites, peut-être trop petites, mais petites, avec énormément de valeur ajoutée, soit créées dans la culture, comme j'ai dit tout à l'heure, les semences, les légumes, soit créées en aval dans la transformation. Si vous regardez l'Aquitaine, les structures d'exploitation sont petites, les rendements sont moyens, mais avec derrière le porc, le jambon de Bayonne, enfin je peux vous faire toute la déclinaison du sud-ouest, les canards gras, les volailles de chair, etc. C'est là que se fait en fait la création de valeur pour les agriculteurs. Et donc il y a un retour sur investissement, même si on est sur des structures très petites. Malgré ça, quand on regarde l'offre et l'équilibre hydraulique, c'est vrai qu'on est quand même dans des équilibres précaires. Et que les agriculteurs participent à tout le débat sur la gestion de l'eau, et que c'est vrai que pour eux, il en va de leur survie. On est très près, de mon point de vue, on est très près des effets de seuil. Contrairement à ce que les gens croient, vous diminuez les volumes prélevables pour l'irrigation, on dit vous avez un effet linéaire sur le chiffre d'affaires, un effet linéaire sur le revenu. Absolument pas, on a des effets de seuil. Et on est assez près aujourd'hui des effets de seuil. Pour donner une illustration, il y a 20 ans, enfin dans les années 80, quand on allait aux États-Unis, le rendement français moyen en maïs était 10 quintaux, donc 1 tonne hectare, au-dessus du rendement américain. Aujourd'hui, on est 1 tonne derrière. Alors, on dit oui, les OGM, etc. Non, ce n'est pas que les OGM. C'est-à-dire, c'est aussi des systèmes de production beaucoup plus sécurisés, avec peut-être moins de contraintes sur les facteurs de production, qui leur permettent de valoriser tout le progrès génétique qu'il y a sur les cultures. Alors que nous, le progrès génétique, il sert pour l'instant, en gros, à colmater les brèches. C'est-à-dire, heureusement qu'on a un appareil agricole extrêmement technique, des agriculteurs très réactifs, et avec ce que nous donne l'agronomie moderne, on arrive pour l'instant à peu près, on arrive même à faire progresser un petit peu les performances, mais il y a beaucoup de cultures, on se contente de limiter la casse, c'est-à-dire de stabiliser les rendements. Alors après ça, évidemment, il ne faut pas s'étonner que la France ait, en 2 ans, perdu le premier rang d'exportatrice agricole dans l'UE, des 27, puisqu'on était passé 2e derrière les Pays-Bas, et maintenant on est passé derrière l'Allemagne. Donc, quand vous allez dans ces pays-là, d'ailleurs, vous voyez des différences assez marquantes. Le dernier élément que je développe plus dans la contribution, c'est au-delà de cette durabilité économique, et ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que l'irrigation aussi a une fonction dans la durabilité, mais au sens environnemental. L'irrigation serait
bénéfique pour l'environnement par oui, mais certains aspects. Pour une raison simple, c'est que quand vous stabilisez les rendements en quantité, vous stabilisez aussi à la fois les qualités technologiques des grains et des produits, et vous stabilisez la qualité sanitaire des produits. Un stress sur une plante, il engendre des déséquilibres, et les déséquilibres sont les entrées de champignons indésirables qui peuvent provoquer des mycotoxines de stockage, etc. Vous engendrez des inconvénients qui sont liés aussi à la qualité technologique. Il y a des millions de tonnes de maïs qui sont écrasées, enfin plutôt qui sont trempées comme le blé pour aller dans l'amidonnerie, dans le nord de l'Europe. Les amidonniers sont extrêmement sensibles au remplissage des grains, parce que ça fait chuter énormément le rendement technologique de l'amidonnerie. Et donc pour eux, évidemment, ce qu'ils regardent en premier, c'est la sécurisation des rendements. Est-ce que les rendements sont stables ou pas? Et est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a de l'irrigation ou pas? Dernier élément, avec nos responsables professionnels, on était au Maroc récemment, où il y a énormément, ils importent, ils produisent sur place du blé pour la consommation humaine, mais tout ce qui est pour la transformation, par exemple, en poulet, qui a des croissances extrêmement importantes dans le Maghreb. Et aujourd'hui, on assiste aussi à des achats très importants de céréales de toutes sortes dans le Maghreb, pour les raisons que vous comprenez. Les industries de fabrication d'aliments du bétail pour les poulets et pour les œufs au Maroc, notamment, sont extrêmement exigeants sur la qualité. Et pourquoi ils nous interrogeaient, nous? C'est que ce qu'ils recevaient des États-Unis ou d'Ukraine était de qualité médiocre, très variable, très soumis aux aléas climatiques, notamment pour ce qui est de la mer Noire, avec des qualités sanitaires qu'ils considéraient, je cite, absolument dégueulasses. Et donc ils s'intéressaient à la France parce que pour eux, la France est un pays des rendements stables, de niveau technique, technologique et sanitaire impeccable. L'Europe est déficitaire aujourd'hui en maïs, c'est une céréale, c'est la première céréale mondiale, les consommations sont extrêmement rapides, on a des marchés à nos portes, et ce qu'on nous demande, c'est des productions régulières et de qualité. Alors, je pense qu'il faut voir aussi, donc, en fait, je conclurai par là, l'irrigation comme aussi c'est comme un label de qualité pour les importateurs, pour les utilisateurs, même d'une céréale aussi simple, c'est une commodité le maïs, c'est l'alimentation, c'est de l'industrie, c'est vraiment une commodité au sens anglais du terme. Et donc, en France, l'irrigation sert énormément de stabilisateur à la qualité de nos exportations et l'utilisation intérieure aussi. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Aulnoy. Jean-François Bonnet, donc spécialiste des interactions entre l'eau et l'énergie. L'énergie, c'est, arrêtez-moi si je me trompe, 57% des prélèvements d'eau en France, de la consommation brute, utilisée notamment pour le refroidissement des centrales, et en France, en particulier, le refroidissement des centrales nucléaires. Est-ce qu'il existe justement une spécificité française dans l'utilisation de l'eau pour l'énergie? Et deuxième question, si l'énergie a un impact sur l'eau, notamment un impact environnemental, l'eau peut-elle à son tour devenir un facteur de production pour l'énergie? On sait qu'elle l'est déjà, mais quelles sont les différentes pistes d'utilisation de l'eau comme facteur de production énergétique? Alors, je vous remercie donc pour ces questions intéressantes et pour l'invitation à participer à ce débat. Je vais essayer de donner des éléments de réponse un petit peu globaux et puis éventuellement revenir tout à la fin sur ces questions-là. Donc, question d'une spécificité française et puis question des interactions. Et en gros, j'ai prévu de développer principalement 3 points. Le premier qui sera assez long, c'est celui justement de la question des interactions entre l'eau et l'énergie dans les principes généraux. Donc c'est plutôt explicatif, en essayant d'être pas trop long et pas trop technique, mais plutôt explicatif pour avoir un niveau de connaissance générale et puis un peu harmonisé sur une problématique où finalement tout se croise un petit peu.
Le deuxième point, ça sera de regarder quelques éléments de repère sur différentes situations dans le monde pour finalement arriver à la situation de la France. Alors, si on prend le premier point, donc celui des interactions énergie et des principes, en gros, si on s'intéresse aux questions énergie, il y a une première question déjà qu'on peut se poser, c'est pourquoi s'intéresser à ces questions énergie? Alors, il y a évidemment un certain nombre de points à voir dans les questions que vous avez posées. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, dans ces questions de relation entre l'eau et l'énergie, les usages de l'eau et les usages de l'énergie, on a un assez grand nombre de points communs dans les systèmes, dans les besoins, dans la mise en œuvre, etc. Et puis on a un certain nombre de grandes particularités, dont évidemment la présentation de M. Frérot, évidemment, nous a donné un certain nombre d'éléments très, très précis là-dessus. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a effectivement, donc, dans les raisons de s'intéresser à ça, ces questions de spécificité, ces questions de couplage, et puis aussi les questions d'effet d'entraînement qu'il peut y avoir, ou dans un sens ou dans un autre, dans le développement de l'un ou de l'autre de ces grands services. Mais si on s'intéresse donc à la question interaction-énergie, on peut l'aborder en gros par un premier aspect très simple qui est quelles sont les mobilisations de l'eau pour la production d'énergie, la production, la fourniture d'énergie. Ensuite, quelles sont évidemment les utilisations de l'énergie pour la production de l'eau. Et puis ensuite, se poser la question s'il n'y a pas des usages qui sont plus fortement imbriqués, plus fortement conjoints. Donc c'est une vision très, très simple. Dans la vision, finalement, l'eau pour l'énergie, qu'est-ce que ça représente? La première image qui nous vient, c'est bien entendu l'hydroélectricité, la production d'eau, la production d'énergie, donc d'énergie électrique, depuis que, évidemment, la force motrice directe n'est plus tellement utilisée, production d'énergie électrique à partir de la force motrice de l'écoulement de l'eau. Donc ça, c'est entretenu par le grand cycle de l'eau, évaporation, précipitation, et ça constitue une énergie qui est intéressante parce qu'elle est renouvelable, et qui est particulière parce qu'elle est en très forte interaction avec les cours d'eau naturels et les écoulements naturels. Elle présente une particularité, cette forme de mobilisation de l'eau, c'est qu'elle s'effectue sans prélèvement, puisqu'on a déjà un peu défini ce terme-là. Sans prélèvement, pourquoi? Parce que finalement, on intercale des ouvrages dans l'écoulement du cours d'eau, dans le lit du cours d'eau, pour en capter l'énergie, mais sans modifier fortement l'écoulement. L'écoulement peut être modifié par la création de retenues, peut être modifié en quantité, en qualité, etc. Mais globalement, ce n'est pas quelque chose qu'on appelle, en termes quantitatifs, un prélèvement. Les usages qui... donc ça, on y reviendra plus en détail sur le cas de la France. Mais les usages donc, qui mobilisent des prélèvements, ça va être principalement donc, le refroidissement des centrales thermoélectriques, c'est-à-dire des centrales qui produisent de la chaleur, qui produisent de la chaleur donc, pour la production d'énergie électrique. C'est également la production de bioénergie ou de biomasse au sens large. Donc je vais essayer de ne pas être redondant avec les éléments qu'a apporté M. Renoux, évidemment, sur la partie spécifiquement alimentaire. Et puis ça peut être également la géothermie. Le refroidissement des centrales électriques, ce qu'il faut tout simplement avoir en tête, c'est que pour produire de l'électricité à partir de chaleur, il faut un cycle thermodynamique qui a généralement un rendement relativement faible et pour lequel on a besoin de ce qui s'appelle une source froide, c'est-à-dire on a besoin d'évacuer une quantité de chaleur importante, une quantité de chaleur résiduaire importante qui peut aller jusqu'à 60, pas tout à fait 70%, donc de la chaleur dégagée dans les chaudières ou dans les réacteurs. De manière très simple, comment fonctionne la géothermie? Alors, si on vient directement sur la géothermie, c'est l'exploitation de la chaleur contenue dans le sol en utilisant l'eau plutôt comme un fluide caloporteur, donc un fluide de vecteur de chaleur. Et là-dessus, il y a un repère très simple qu'on peut tous avoir, c'est dans une situation très moyenne, la source de chaleur, c'est le noyau de la Terre. La chaleur se propage à l'intérieur donc de l'écorce terrestre d'une façon, pas une propagation de chaleur classique par conduction, et ça se traduit tout simplement par l'existence de ce qu'on appelle un flux géothermique. En pratique, le flux géothermique, c'est si vous creusez 100 mètres, dans une situation moyenne, vous allez trouver une température plus élevée d'environ 3 degrés.
Donc si vous creusez de 1000 mètres, vous allez avoir 30 degrés, etc. À partir d'une température moyenne qui, dans une situation française, serait aux environs d'une douzaine ou une quinzaine de degrés.